Bonjour et bienvenue à cette journée prévention. Je m'appelle Antoine Gérard, je suis expert en vieux. C'est très drôle dit comme ça veut absolument rien dire. C'est un trait d'humour pour dire que moi, mon métier, c'est de comprendre les vieux, ce qui se passe dans leur tête, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Bref, ça a pas mal d'utilité, notamment dans la prévention. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de moi, je suis juste l'animateur de cette journée. Et cette journée, on a pas mal de choses à voir. C'est une journée de travail. On va essayer de travailler au maximum, de produire au maximum. Mais, nécessité faisant loi, on va quand même commencer par le début. Pourquoi est-ce qu'on est là? Et une première question qu'on pourrait se poser sur ce pourquoi on est là, c'est de demander directement à la métropole, puisque c'est quand même eux qui financent le projet Bien vivre chez soi. Pascal Blanchard, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle de la métropole dans ce projet? Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci évidemment de vous être mobilisés pour cette journée qui, effectivement, pour la métropole, est d'une importance toute particulière. La vocation de cette rencontre, elle est d'abord de potentialiser les expériences des unes des autres, de travailler, de mettre en commun et de faire monter en puissance cette démarche qui, au niveau du territoire, et d'ailleurs, j'en profite pour vous apporter les salutations de Bruno Bernard, le président de la métropole, qui me posait encore quelques questions hier sur justement la démarche qui est menée au niveau de notre territoire sur la prévention de la perte d'autonomie. Donc, mise en commun. À titre personnel, je vous remercie infiniment de cette mobilisation, tant de la part de l'équipe de Bien vivre chez soi, que de tous les partenaires qui ont contribué à ce que cette journée, je n'en doute pas, soit une réussite à terme. Je vais peut-être laisser les spécialistes aborder les différents leviers sur lesquels il est prévu de travailler sur aujourd'hui, mais également sur le moyen et long terme en matière de prévention. Et puis je vous renouvelle tous mes voeux d'excellentes journées productives, enrichissantes, de façon à ce qu'à terme, on puisse monter en puissance. Excellente journée. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une attente particulière de cette journée? Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter comme accomplissement? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De passer une excellente journée, de ressortir plus riche lorsque vous partirez ce soir, et puis surtout nous apporter des outils, des connaissances pour qu'on puisse engager ce travail sur le long terme. Vous savez, quand j'ai écrit ma première feuille de route, la prévention de la perte d'autonomie, c'était quelque chose qui me paraissait assez nébuleux. Je voyais bien l'utilité de travailler en ce sens, mais ce qui me manquait probablement, c'était l'appréhension d'outils efficients, d'outils concrets. Je crois que c'est vraiment la vocation de cette rencontre d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite de prendre du plaisir, de vivre quelque chose d'intéressant, mais c'est surtout ce que j'attends qui m'importe à moi, pardon, hein, mais égoïstement, j'espère qu'à l'issue, on va me rapporter une caisse à outils remplie de nouveaux outils que l'on pourra exploiter ensuite dans le cadre du projet qui est le nôtre. On va accueillir Étienne Goudefanja, chargé de mission à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Si vous n'avez rien compris à ce que c'est, je vous rassure, moi non plus. Tu nous expliques ça, Étienne, et tu nous expliques pourquoi tu es là. Alors, je pense que vous devez quand même pas mal connaître la conférence. C'est une instance partenariale qui est présidée par la métropole de Lyon et vice-présidée par l'Agence régionale de santé, avec d'autres membres publics que sont la Mutualité française, les caisses de retraite, la CPAM, et je dois en oublier. Donc l'idée, c'est de coordonner toutes ces institutions sur les questions de prévention de la perte d'autonomie, donc sur les personnes de plus de 60 ans. Et on finance notamment chaque année via un appel à projet des actions de prévention sur le territoire. Et pour la petite information, pour l'appel à projet 2023, il devrait être lancé le 11 octobre.
Qu'est-ce que j'attends aussi de cette journée? Déjà, la conférence des financeurs accompagne le projet Bien Vivre. Donc l'idée, c'était surtout pour moi que les professionnels puissent partager leur expérience, puissent s'enrichir mutuellement et puis voilà, découvrir éventuellement de nouvelles actions qu'on n'aurait pas vues encore. Ce sont des collègues de la métropole de Lyon qui sont au sein de notre pôle, et c'est la conférence des financeurs qui finance le projet depuis le démarrage. On va également demander à Manon Pali et Adrien Minotte de nous rejoindre. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Donc nous, oui, on est le projet Bien Vivre chez soi, que certains, je pense, commencent à un petit peu connaître. Très rapidement, le projet Bien Vivre chez soi, donc il est né en 2017. Il est donc porté par le pôle personnes âgées, personnes handicapées depuis 2020, et on travaille en collaboration justement avec Erasme, qui sera présenté juste après. Et donc nous, nos missions, c'est de pouvoir justement accompagner les porteurs de projets, les acteurs du territoire en termes de prévention de la perte d'autonomie. Donc de pouvoir dans un premier temps les outiller, ça c'était vraiment à l'origine du projet, pouvoir construire des outils sur l'adaptation du domicile, sur la nutrition. Ensuite, de pouvoir les accompagner un peu plus personnellement et spécifiquement sur des projets, sur la mise en place de projets plus concrets, d'outils plus concrets, et enfin de pouvoir participer et essayer de participer en tout cas à la coordination du réseau de la prévention. Donc c'est pour ça que vous êtes présents aujourd'hui. Essayez de participer à l'interconnaissance, les échanges, les partenariats entre tous les acteurs du territoire. Voilà un petit peu sur l'actualité du projet. Pas si vite. J'ai encore quelques questions. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce qu'on retrouve les outils que vous avez construits? Et c'est quoi la suite? Alors, juste pour répondre de manière pragmatique à la question de où trouver les outils, on a aujourd'hui un site internet où les outils sont en libre accès et peuvent également être empruntables par chacun des acteurs. L'idée est vraiment que tout ce qui soit fait soit ouvert et accessible, et qu'on soit un vrai outil du territoire. Et bientôt... Et du coup, ce site internet, c'est... Ce site internet, moment publicité, c'est bienvivre-chez-soi.grandlyon.com. En sachant que prochainement, donc à la fin de l'année, il va y avoir une évolution de ce site qui va devenir plus collaborative et qui va faire le lien justement avec ce que vient de dire Adrien sur notre volonté d'être dans une réelle démarche de coordination de tous les acteurs du bien vieillir et de la prévention de la perte d'autonomie. Donc vous pourrez retrouver plus d'éléments sur cette plateforme cet après-midi où on la présente en avant-première. Mais juste pour revenir sur la genèse de cet événement, il y a une démarche de coordination qui a été initiée depuis l'année dernière avec 4 ateliers auxquels certains d'entre vous ont pu participer. Et cette journée a été au final créée par vous, parce que c'est une idée qui est ressortie. C'était d'une part d'avoir une journée thématique et d'autre part d'avoir une plateforme qui permette l'interconnaissance. Ok, merci. La suite du projet, c'est quoi? Après cette journée, qu'est-ce qui se passe? Après cette journée, du coup, nous, l'objectif, c'est de participer, continuer cette coordination, de pouvoir diffuser les outils au quotidien. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on continue à faire. Donc, tous les outils qui ont été créés par les professionnels du territoire, pouvoir les diffuser et donc promouvoir la plateforme dont parlait Manon, et aussi de pouvoir explorer d'autres thématiques, notamment la thématique de l'isolement. Voilà, ça, c'est une des perspectives pour l'année 2023. Pouvoir vraiment travailler sur cette thématique de manière un peu plus concrète. Okay. J'ai une dernière question qui me vient là en écoutant Manon. Les ateliers thématiques, comment vous les avez choisis? Pourquoi cela? Et pourquoi nous faire travailler en fait? Nous, on n'a rien demandé. L'idée était de ne pas avoir un événement qui soit que descendant, mais qui est vraiment des moments d'échange, des moments de réflexion. Donc c'est des thématiques très variées qui prennent tout le champ du bien vieillir. D'ailleurs, je fais un appel à la participation. Si certaines personnes ne sont pas inscrites, il reste des places. En fait, vous devez être inscrit. Pour la suite de la journée, il faut forcément choisir une thématique. Même s'il y en a plein qui vous plaisent, vous êtes obligé d'en choisir une. C'est pas grave si vous n'avez pas tout choisi, puisque l'après-midi sera consacré à justement voir ce que les autres groupes ont fait, à continuer la discussion, à remettre en question ce qui aura été fait. Mais vous êtes obligé de choisir une thématique. Les gentils, elles vous invitent à le faire, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez choisir un atelier thématique.
Je voulais juste du coup remercier, vous remercier vous participants, mais remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à la construction de cette journée depuis le comité d'organisation, donc il y a presque un an, mais tous les intervenants de la table ronde, tous les animateurs des ateliers, tous les participants au forum, voilà, merci à vous. Cette journée a été construite avec vous, pour vous, donc voilà, encore merci à vous. Ok, si vous n'êtes pas lyonnais, comme moi, peut-être que vous ne savez pas où on est. Et pour nous expliquer ça, on accueille David Parent. En quelques mots, d'abord, on est un service à part entière de la collectivité, comme la multitude de services et de directions de la métropole de Lyon. Ça veut dire qu'on est aligné avec les politiques publiques, dont la question de la prévention de la perte d'autonomie. Et à ce titre-là, on vient aider les services, nos collègues, qui portent des politiques publiques, à créer un certain nombre d'outils, à créer un certain nombre de services à destination des usagers, des utilisateurs, des habitants. Voilà, c'est ce qu'on fait principalement. Et pour ça, on fait deux choses. Premièrement, on essaie de se centrer sur les utilisateurs, sur les principaux utilisateurs d'un futur service, et d'être vraiment centré là-dessus. Ça veut dire qu'on les intègre dans le processus de création et de mise en place des services. Ça veut dire aussi qu'on croise les disciplines, qu'on ne reste pas dans notre discipline d'expertise, mais qu'on va associer potentiellement des sociologues, potentiellement des designers, des développeurs, quand on touche au numérique. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait de la R&D appliquée, on va dire, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais les choses sans essayer de prototyper rapidement le service ou le produit pour aller le tester en grandeur réelle et voir s'il a de la valeur, s'il fonctionne, s'il faut le réadapter, si on peut finalement le déployer. Et ce que je peux vous souhaiter pour faire court pour aujourd'hui, et sans faire de la redite, c'est finalement que vous arriviez par l'échange, par le croisement, à sortir des idées qu'on pourra ensemble expérimenter en grandeur réelle et adapter et ou plus tard déployer via l'équipe Bien Vivre, puisque nous on a un rôle d'appui à cette équipe. Hein. Au départ, on leur a transféré un certain nombre d'outils d'appui. On était peut-être un peu plus présents à partir de 2017, et puis ils sont devenus grands et autonomes. Ils ont finalement pu acquérir leurs propres expériences. Ils fonctionnent aussi comme une cellule de R&D. Ils ont ce fonctionnement aujourd'hui. Et maintenant, on intervient un peu plus en accompagnement sur quelques projets, dont potentiellement les projets qui vont sortir aujourd'hui ou les idées qui sortiraient aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée, bien productive, et en espérant qu'il sorte des choses à expérimenter dans les prochains mois. Il a raison d'insister sur l'utilité de ce qu'on va faire pendant les ateliers, parce que oui, le but, c'est quand même de se mettre au travail, de sortir des choses, et que ces choses nous servent ensuite, d'accord ? On n'est pas là juste pour se faire plaisir ou s'initier aux méthodologies d'innovation participative, etc. Non, c'est pas le but. Il manque un 5e intervenant pour l'ouverture de cette table ronde, qui est le plus important peut-être, puisque c'est la personne pour qui on fait tout ce qu'on fait. Je veux bien sûr parler des vieux. Il n'y en a aucun dans la salle, et pourtant c'est important. Alors, ouais, non, vous n'êtes pas vieux. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, Claudine. Et donc, je pense que l'important, c'est aussi de jamais oublier pour qui on fait les choses. Et là, les utilisateurs, ce sont des vieux, ils ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais ils nous ont préparé une petite vidéo. Mon prénom n'est pas Crête. Madeleine. Lisa. Monique. Chantal. Bien vieillir, je pense que c'est être autonome, pouvoir se suffire à soi-même. Garder toujours une ouverture sur le monde. Accepter de vieillir et puis faire tout ce qu'il faut pour se faciliter la tâche. C'est pouvoir continuer à faire pas autant de choses, mais beaucoup de choses qu'on faisait avant. J'ai modifié ma salle de bain pour enlever la baignoire, évidemment. J'ai mis une douche, c'est plus pratique. J'ai enlevé un peu tous les tapis. On sait très bien qu'il y a des grandes chutes aux étages, donc
d'écouter les uns les autres. Je suis vigilante pour ne pas occasionner des tracasseries de chevaux. On a aménagé le bas pour plus tard pouvoir habiter en bas. Chaque semaine, ça va changer. Moi, j'aime le mouvement, j'aime changer. Je fais de la gym douce, je fais beaucoup de marches, j'aime le plein air. Je suis à retraite et c'est du bonheur. Je suis bénévole au centre social ici. On fait beaucoup de choses. On accueille, par exemple, le jeudi à midi, les personnes qui veulent venir manger dans le parc, lorsqu'il fait beau, on fait un repas partagé. Dès que j'ai 2 minutes, je fais des bricoles. C'est tout récent. Je m'étais un peu enfermée sur moi-même. Et puis la seule activité, c'est d'aller jouer aux cartes chez une amie qui n'est plus là. Donc c'est vrai que je me suis maintenant tournée vers des ateliers comme ça, de plus en plus. Je commence. Moi j'ai un peu de diabète, donc je suis suivie par une association. Le centre social, oui, qu'on est bien encadré. Quand on a un souci et tout, là oui, le centre social, le Grand Taillis. Déjà que je les remercie qu'ils fassent tout ce qu'ils font, que c'est pas évident et que je souhaite que ce soit réparti sur beaucoup de personnes. Je suis très solidaire et puis j'espère trouver des heures pour être aussi dans le bénévolat. Mais bon, je suis toute jeune là-dedans. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être toute la journée devant sa télévision. Il faut se remuer. Alors, je crois que c'est la meilleure solution pour bien vieillir. Ah, c'était top. Petit quiz pour voir si vous avez bien suivi. C'était quoi leur maillot? Et ils font quoi? Ils font du rugby. Ouais. Ouais, ils font du rugby comme ça. 90 balais et enfin en train de faire du rugby. Ok. Il s'avère, et ça fait partie des objets dont on va traiter dans la table ronde, que oui, nos actions de prévention ont beaucoup de mal à toucher les hommes. Mais pas que les hommes. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui ont du mal à toucher. J'ai une deuxième question? En fait, je suis Arnaud Perronin, je suis le responsable du chef de projet du Sylvar Très Équilibre. C'est votre faute s'ils font du rugby. Voilà. Bravo, merci. Pensez par rugby, c'est de l'activité physique adaptée avec le ballon ovale. Vraiment à vous signaler. Donc c'est adapté pour ces personnes-là. Et en effet, il y a du succès. Et merci au Grand Lion. Merci Étienne. Vous remarquez que j'ai un petit peu abrégé l'ouverture, hein, mais parce qu'on s'en fout en fait. Hein. L'important, c'est maintenant. Ok, je suis ravi de vous accueillir tous les quatre. On vous présentera les uns après les autres. Parce que j'ai quand même quelque chose à dire en préambule, qui est que quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, cette journée, j'étais un petit peu sceptique, parce que je déteste deux choses. D'abord, les colloques scientifiques, où les chercheurs passent plus de temps à parler de leurs recherches que des résultats et de ce qu'on pourrait en faire. Et des colloques politiques, où les gens sont plus là pour vendre leurs idées que pour nous parler de leurs découvertes. Et en fait, ça allait bien sur le thème de la journée. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté, parce que finalement, on a décidé de faire quelque chose sans langue de bois, sans banalité. On s'est dit que vous êtes tous des professionnels de la prévention et qu'on n'avait pas vraiment de temps à perdre avec des choses qu'on sait déjà tous. Alors, on va aller plus loin, je pense, que ce qu'on pouvait s'attendre au début, mais c'est pour le mieux. Ça a néanmoins une contrainte, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on rappelle, histoire de créer une sorte de langage commun, de base commune sur la prévention, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Cette table ronde, on l'a intitulée « Retour de terrain », parce que je pense qu'on est tous ici des acteurs de terrain, et c'est ce qui compte, et c'est ce qu'on veut faire. On va rentrer dans le sujet.
Et avant ça, quelques points importants sur la prévention. Le premier point sur la prévention, c'est que ça marche. Évidemment, la prévention permet réellement d'améliorer les objectifs de santé, de bien-être, de qualité de vie, d'espérance de vie de la personne. Première chose. Deuxième chose, ça marche à tous les âges. Oui, même si à 90 ans, on n'a jamais fait de sport de sa vie, inclure une nouvelle pratique sportive peut améliorer sa qualité de vie, son bien-être. Peut-être que, oui, on n'aura pas les mêmes résultats que si on avait commencé 20 ans plus tôt, mais en fait, il n'y a pas d'âge de limite pour de la prévention. Troisième élément, on n'a pas besoin des politiques pour travailler. Évidemment, on aimerait tous avoir plus de moyens, que politiquement la prévention soit plus reconnue. Mais en fait, aujourd'hui, nous, déjà en place, on a déjà de quoi changer réellement la vie de centaines de personnes. On n'a pas besoin d'attendre que quelque chose vienne de l'extérieur pour que ça fonctionne. Sauf que, tout ça c'est super, il y a juste un tout petit problème dans l'équation. En fait, c'est que les vieux, ils veulent pas de la prévention. Petit problème, gros problème en fait. Et c'est ce que moi j'appelle le paradoxe de la prévention. On sait que ça marche, on a de quoi agir, c'est pas si compliqué que ça, sauf que de l'autre côté, les vieux ils veulent pas de prévention. Alors j'exagère un petit peu quand je dis les vieux ne veulent pas de prévention, parce que évidemment, on l'a vu, il y en a qui sont présents. Mais si on regarde qui, juste dans la vidéo, on a une remarque sur le fait qu'il n'y ait que des femmes. Évidemment, les femmes sont beaucoup plus sensibles au discours de prévention que les hommes. Pareil, ce n'est pas toutes les catégories sociales qui le sont. Et en fait, il y a deux constats à faire. Premier constat, c'est que les personnes qui participent aux actions de prévention sont déjà celles qui sont le plus sensibilisées au discours de prévention, et ce sont donc celles sur lesquelles on a le moins d'impact. Deuxième constat, en miroir, celles qui ne participent pas aux actions de prévention sont celles qui en ont le plus besoin, qui sont le plus éloignées des discours de santé. Ok, on a ce constat-là, et c'est à partir de là que commence cette table ronde, parce que c'est tout l'enjeu pour nous professionnels aujourd'hui, qui est de se dire comment on va toucher les bonnes personnes, comment on va les engager dans des dispositifs de prévention, pas seulement une fois, mais suffisamment de fois pour qu'on puisse observer des bénéfices sur leur qualité de vie, sur leur santé, sur leur bien-être. Et peut-être qu'un premier point, ça serait de commencer par se dire qu'est-ce qui, d'un point de vue peut-être sociologique, je me tourne vers toi Stéphane Alvarez, tu es sociologue, qu'est-ce qui d'un point de vue sociologique peut nous aider à un petit peu mieux comprendre les différentes réactions face à un discours de prévention? Merci Antoine et bonjour à toutes et à tous. Alors Antoine, tu as tellement bien introduit la table ronde que tu as déjà dit beaucoup de choses qui ressortent des analyses sociologiques qu'on peut faire vis-à-vis de la prévention. Moi, ce que je fais lorsque je vais voir les personnes âgées, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre justement leur rapport à la prévention, l'idée générale de prévention, cette injonction à bien vieillir, mais aussi aux actions que vous, professionnels, vous mettez en place pour eux. Et ce que l'on remarque des analyses, et ça vous le savez déjà, c'est que le rapport à la prévention et au bien vieillir, il est très déterminé socialement, sociologiquement, comme l'a déjà dit Antoine. Mais ce que je repère moi, c'est que c'est très dépendant aussi de leur parcours de vie antérieur. C'est-à-dire qu'on vieillit aussi en fonction de ce qu'on a vécu dans sa trajectoire professionnelle, dans sa trajectoire résidentielle, familiale, affective, financière également. Donc c'est peut-être pas forcément une entrée par les classes sociales qui est pertinente, même si ça en fait partie, mais plutôt par l'analyse des parcours de vie des personnes âgées. Et il est vrai que l'on retrouve une grande partie de personnes qui ont eu une carrière plutôt d'anciens ouvriers, d'anciens employés, qui ont vécu des carrières professionnelles dans des conditions de travail pas toujours très évidentes. Quand on arrive à 80 ans et qu'on leur dise il faut bien vieillir, il faut adapter votre comportement à la vieillesse pour améliorer votre qualité de vie,
qui vont nous dire mais c'était avant qu'il fallait venir me parler de ça. Et on pourra revenir plus tard sur comment ou pas toucher davantage ce public qui a vécu une carrière essentiellement voilà, d'ouvriers, d'anciens immigrés aussi, qui ont connu des parcours de migration. En tout cas, ce sont des personnes qui, durant leur parcours de vie, n'ont pas mobilisé les ressources attendues dans la politique et dans les actions de prévention et de bien vieillir, que sont les capacités d'adaptation. Alors que ce que je retrouve chez d'autres personnes, qui sont alors là très hétérogènes au niveau social, qui vont être beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de la prévention parce qu'elles vont elles-mêmes, sans attendre ce que vous proposez, elles vont mettre elles-mêmes dans leur quotidien en place des pratiques préventives, non pas pour se conformer au bien vieillir et aux attentes de la politique de prévention, mais simplement parce que durant leur parcours de vie, elles ont déjà su s'adapter aux ruptures. On connaît toutes et tous des ruptures dans nos parcours de vie, malheureusement, mais c'est ainsi. Des pertes, des changements de la mobilité résidentielle, des ruptures au niveau des carrières professionnelles. Et elle capitalise à la vieillesse sur cette ressource, sur cette compétence qui est attendue dans la politique de prévention, qui est capable de s'adapter à ces changements. Donc à la vieillesse, elles vont capitaliser sur cette ressource qu'elles ont déjà eue. Et puis ce que je retrouve aussi, une troisième grande tendance du rapport des personnes âgées à la prévention et au bien vieillir, là ça concerne essentiellement des personnes qui ont eu des carrières professionnelles valorisées, des fonctions valorisées et valorisantes. Et la vieillesse, typiquement, elles le vivent comme une atteinte à ce qu'elles supposent comme étant un prestige social qu'elles ont vécu. Et là, elles vont être très éloignées. Alors, par exemple, pour ces personnes-là, les actions collectives ne leur conviennent pas. Se voir signifier devant d'autres qu'en vieillissant, on a des atteintes que eux imaginent avant tout à leur prestige, alors que ça atteint d'abord leur corps, leur santé, etc. Ça les éloigne elles aussi, en partie, de ce que vous pouvez leur proposer, alors qu'elles attendraient davantage de choses intimistes, individuelles. Donc on voit que c'est peut-être pas forcément la classe sociale, il y a des grands débats, les classes sociales existent-elles toujours? Antoine, tu vas parler de catégorie sociale, moi je parle davantage d'aller chercher dans le parcours de vie des gens, ce qu'ils peuvent mobiliser pour répondre autant que possible à la prévention et au bien vieillir lorsqu'ils arrivent à la retraite et ensuite. Ok, je résume. 3 profils. Premier profil, des gens qui ont eu un parcours de vie plutôt difficile, avec assez tôt en fait des altérations de santé. Tu veux pas parler de classe sociale, mais on va le dire quand même. On est quand même sur des catégories populaires, des gens qui viennent d'un milieu plutôt ouvrier. Et ces gens-là, bien vieillir, pour eux, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est un petit tacle aux organisateurs du projet Non. Alors moi, je suis, pour être très clair, je suis... les professionnels de terrain, on peut vraiment rien leur reprocher. Moi, j'ai aussi fait une analyse politique depuis les analyses, enfin les premiers plan bien vieillir au niveau national, et c'est plutôt ça que je taclerai plus tard peut-être. Ouais. Alors, on est d'accord. Premier élément, bien vieillir, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien pour la personne à qui vous vous adressez. Ok. Ça c'est le premier profil. On a un deuxième profil de personnes qui constatent donc des évolutions en matière de santé, qui, eux, se disent c'est pas une fatalité, je peux encore agir, et eux vont s'engager dans les dispositifs de prévention. C'est ça, mais alors, pas forcément dans les dispositifs proposés, mais ils le font déjà par eux-mêmes. Ils sont déjà sensibilisés. C'est ça. Et leur objectif, c'est pas de bien vieillir, c'est de continuer malgré les pertes, c'est-à-dire qu'ils acceptent les pertes, c'est de continuer c'est garder une continuité en termes de valeurs, de pratiques, tout en s'adaptant, qui est une des grandes clés du bien vieillir, savoir s'adapter. Donc eux, leur but, c'est cette continuité de sens, de valeurs apportées à leur vie dans la vieillesse, et donc ils sont plus proches de ce qui est attendu déjà de cette injonction à bien vieillir, mais c'est pas forcément pour ça qu'ils vont aller vers les professionnels. Ils le font déjà de par eux-mêmes, par des stratégies toutes personnelles, mais ils vont pas forcément mobiliser les actions proposées. On peut quand même
pensez que c'est eux qui sont les plus intéressés de principe sur tout ce qu'on propose. Et ce sont eux qui, peut-être eux sur eux qu'on a le moins d'impact, parce qu'ils sont déjà plus avancés que les autres dans toute cette compréhension des logiques de santé. Alors je dis ça, mais si, ce sont quand même ces personnes qui vont le plus profiter des conférences, des actions collectives, des ateliers, etc. Ok. Troisième catégorie, des personnes qui, là pour le coup, ne viennent pas d'un milieu... Alors celle-là, elle est typiquement très marquée socialement. Non, classe plutôt, la dernière plutôt classe... Oui, la dernière, mais là, ouais, en fait, on a une sorte de hiérarchie de classe. Voilà. Que tu veux pas dire. La deuxième, elle est je suis sociologue aussi, hein, donc on a cette déformation professionnelle. On l'a bien vu dans ton introduction. La deuxième, on a des personnes au profil beaucoup plus varié que la première et que la troisième. Et la troisième, on va être essentiellement sur des personnes qui ont... Catégorie supérieure. Voilà, catégorie supérieure, et pour qui la vieillesse c'est une atteinte à leur positionnement social, justement. Ok. Eux, ils n'acceptent pas de vieillir, donc ils vont bien vouloir s'engager dans des dispositifs de prévention, mais attention, pas collectif, sur des choses qui sont plus tournées vers eux, où ils ont un... Exactement. Ok, est-ce que tu as donné un petit nom à ces trois catégories? Alors, dans la première catégorie, j'ai nommé ça les personnes pour qui vieillir est un déclin inéluctable. C'est un peu long. T'as pas plus court? Ça sera moi, ça sera les invisibles du bien vieillir ou les plus éloignés du bien vieillir. Ok, c'est vraiment ceux sur qui on passe complètement à côté. C'est ça. Donc notre c'est prioritaire du coup. Ou pas. Ah. Tu veux pas dire plus? Je peux déjà commencer. Mais pourquoi s'entêter à proposer des actions de prévention à des personnes qui ne veulent pas en entendre parler? Je sais bien que le cadre Agir Carco, que le plan national bien vieillir veut qu'on impose à la population âgée cette injonction au bien vieillir, mais pourquoi insister quand les gens vous disent non? Et quand ils reçoivent dans les boîtes aux lettres les prospectus du bien vieillir, c'est poubelle directe. Donc on pourra y revenir, mais... Je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi insister? Je vais me faire l'avocat du diable, je suis là pour ça, et j'adore ça. Du coup... est-ce que ces personnes qui ne veulent pas entendre parler de la prévention, hein, qu'ils disent « mais laissez-moi faire mes choix, laissez-moi vivre en paix », mais quand ces choix sont plus des fatalités parce qu'elles sont subies, est-ce qu'on parle encore vraiment de choix? Et est-ce que le choix, c'est pas plutôt de dire écoutez-nous, et là vous pourrez vraiment choisir? Alors, le plus difficile, c'est de les accrocher, justement. Et ce sont souvent aussi les personnes qui vont avoir le moins d'appui dans leur proximité familiale, etc. Parce qu'on en parlait déjà à côté. Voilà. On peut aussi passer par la famille pour toucher les personnes, mais ce sont aussi des personnes et pour qui les familles vont être aussi en accord avec les personnes, très éloignées des instances, des institutions, très éloignées aussi des prestations sociales auxquelles elles pourraient avoir droit. On a beaucoup de personnes en non-recours aux aides et aux actions sociales qui sont dans ce profil-là. Donc comment les toucher? Super. Ça, on y revient. Est-ce que tu as un nom pour la deuxième catégorie? Oui, ça vient alors autant d'un article d'une collègue sociologue, mais aussi d'une personne âgée elle-même qui m'a donné cette expression, qui m'a dit « vieillir, ça s'apprend ». Et ils sont dans cette optique-là. C'est-à-dire, ils acceptent les pertes, mais ils apprennent de chaque événement qu'ils peuvent connaître durant leur parcours de vieillissement. Et la troisième, moi j'appelle ça les personnes qui font face au déclassement social. La vieillesse comme déclassement social. Ok, super. Merci Stéphane. Merci Antoine. Tant qu'on est sur cette question quand même des individus, de ce qui les rend un peu spécifiques, là on se place vraiment avec ton propos d'un point de vue, on va dire, de sujets qui sont assez peu actifs. Mais il y a aussi l'autre penchant, où peut-être que c'est aux gens aussi de se responsabiliser, de se prendre en charge, de s'accepter, et que peut-être pour ça ils ont besoin d'outils. Marc Bonnefoy, vous êtes professeur au CHU, et vous plaidez plutôt en faveur des stratégies dites d'autodiagnostic pour les personnes. En quoi ça consiste? Bien vieillir ou vieillir en bonne santé. Donc voilà. Donc malheureusement, on ne choisit pas son vieillissement, puisque vous le savez, il y a des gens qui vieillissent avec des pathologies et d'autres qui vieillissent sans pathologie. Et ça, on ne choisit pas le cancer, on ne choisit pas les pathologies vasculaires, etc. Donc la prévention, elle commence très tôt.
Et effectivement, l'idéal, c'est de vieillir sans pathologie, sans handicap, et d'arriver jusqu'à la fin de sa vie comme ça. Alors comment y parvenir? Bien, effectivement, bien se connaître et s'auto-évaluer. Donc je pense que c'est un point extrêmement important. Et donc mon propos sera surtout de la prévention primaire et secondaire. Hein. C'est bon pour tout le monde, la prévention primaire ou secondaire? Ça va, donc c'est des gens qui n'ont pas de handicap ou qui ont un handicap léger qu'il va falloir maintenir, mais on est plutôt en amont de la dépendance. Donc, comment on vieillit? Déjà, le vieillissement, il n'est pas totalement linéaire. Hein. Il est effectivement très inégal entre les individus, ça, malheureusement, c'est comme ça. Il n'est pas linéaire. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à 70, 75, ça va, globalement. Et puis, à partir de 75, eh bien, il y a un fléchissement. Donc, il y a un fléchissement d'un certain nombre de paramètres qui régissent notre vie courante. On a moins de capacité musculaire. Bon, par exemple, pour me lever de ce siège, j'ai besoin de 70% de ma force maximale. Voilà. Donc, dans quelques années, j'aurai besoin de 90%. Voilà. Donc, s'il m'arrive un pépin de santé, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus me lever, je suis devenu dépendant. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a des systèmes physiologiques simples qu'ils utilisent, comme M. Jourdain, tous les jours. La fonction musculaire, l'aptitude à extraire l'oxygène, voilà, on est un moteur biologique quelque part, et cette aptitude à extraire l'oxygène, elle baisse au fur et à mesure du vieillissement, et puis ça s'incline vraiment à partir de 70-75. L'équilibre aussi, vous savez que les personnes âgées font des chutes très souvent qui peuvent être graves avec des fractures, etc. C'est une entrée dans la dépendance. Donc comment faire? Eh bien, un petit slogan, on peut gagner 10 ou 15 ans sur son vieillissement, c'est pas inéluctable. Donc c'est des systèmes qui sont réversibles, heureusement. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là où le champ de la prévention est absolument magnifique. Hein. On peut réverser, on peut améliorer la qualité de vie, etc. Donc je pense que ça passe par une action pédagogique auprès de tous les seniors, en fonction des tranches d'âge, mais y compris chez des gens très âgés. Hein. Donc quand on a 75 ans, on a encore une espérance de vie de 10 à 15 ans, hein, si on est un homme ou une femme, et c'est pas fini la vie. Donc il faut vieillir, pour le coup, avec une bonne qualité de vie et bien intégré socialement. Et donc si on marche plus, si on sort plus de chez soi, on n'est plus intégré socialement. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je plaiderais volontiers pour un espèce de tableau de bord, hein, comme il y a un carnet de santé des enfants, peut-être pour un carnet de santé des seniors, qu'est-ce qu'il faut faire? Des choses très simples que vous connaissez déjà. Hein. L'enfant suit le poids, la personne âgée, il faut suivre aussi le poids, donc c'est banal. Mais vous savez, quand on perd 1 kilo, eh bien, on perd 750 grammes de muscle. Hein. Donc, comme je viens de le dire, le muscle est essentiel pour accomplir les activités de la vie courante, se lever d'un siège, etc. Donc, suivre son poids, suivre son appétit. Est-ce que j'ai de l'appétit? Est-ce que je n'ai pas de l'appétit? Est-ce que j'ai une alimentation équilibrée ou pas? Est-ce que je consomme suffisamment d'énergie et de protéines? Si je n'ai pas assez de protéines, je ne vais pas maintenir ma masse musculaire. Donc voilà, ça c'est des paramètres extrêmement simples. Hein. La nutrition, c'est très important. Et puis, après, il y a des paramètres sur mon comportement. Ou quelques signes très simples. Est-ce que je suis fatigué? Je suis fatigué parce que je vais faire mes courses. Il y a une petite côte, hein, j'ai mon cabas à provisions, etc. Bon voilà, est-ce que j'ai des difficultés à me lever d'un siège ou est-ce que je me suis obligé de m'aider de mes bras pour me lever de ce siège, hein, voilà, donc ça c'est des signes simples. Est-ce que j'ai une endurance entre guillemets suffisante? Je suis fatigué au bout de 300 mètres, en l'absence de maladie bien entendu, c'est pas normal. Donc il ne faut pas banaliser ces signes-là. Donc c'est pas parce que je suis âgé que je dois m'aider de mes bras pour me lever d'un siège, même si j'ai 80 ans, ou que forcément je dois être essoufflé chaque fois que je monte un étage, etc. Donc des signes qui sont des signes d'alerte. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites. Donc c'est que, déjà analyser ces signes, donc pas les banaliser. Donc c'est important. Alors après, dans mon petit tableau de bord, comme tout à chacun, on suit son poids, plus ou moins, pas le faire tous les jours. Et voilà, après, il y a des signes simples qu'il faut que je sois capable d'analyser. Bon, je sors dans la rue, puis, malheureusement, quand on vieillit, eh bien, on marche plus lentement. Bon. Donc, personnellement, avant, je marchais vite. Voilà, et maintenant, il m'arrive de me faire doubler. Bon, c'est comme ça.
Donc c'est la vitesse spontanée de marche. Bon. Alors, par contre, si je marche beaucoup plus lentement, ben, je sais que j'ai un risque de perte de mobilité au-delà de 3 ans qui est multiplié par 3 ou 4. Voilà. Plus je suis âgé, plus le risque de perte de mobilité augmente. Donc ma vitesse de marche, bon, ça c'est pas bien compliqué, il suffit d'avoir un tiers ou soi-même et de regarder à peu près sur 3 ou 4 mètres combien de temps j'ai mis pour faire 3 ou 4 mètres. Voilà. Bon, plus cette vitesse est faible, ben, plus c'est pas bon. Voilà. Donc... ce que je trouve intéressant avec l'idée de Carnet de santé quand on avait préparé cette table ronde, c'est les indicateurs. De se dire, bien manger, bah, finalement, je ne sais pas trop ce que c'est. Marcher suffisamment, oui, mais c'est quoi marcher suffisamment? La vitesse qu'il faut, c'est quoi la bonne vitesse? Et ce qui me trouvait intéressant dans notre discussion, c'est cette histoire de seuil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques seuils d'alerte qu'on pourrait tous avoir pour nos proches ou pour les personnes qu'on accompagne? Donc les seuils, alors le comportement déjà en termes d'activité physique, vous savez que par définition la sédentarité c'est plus de 9 heures, la dame là, dans son témoignage était très claire, il ne faut pas passer son temps devant la télévision. Bon, une activité sédentaire c'est une activité qui nécessite peu d'énergie, donc effectivement par définition les sédentaires si on a plus de 9 heures d'activité physique, d'activité assise par jour. Donc déjà, être capable d'évaluer mon activité. Est-ce que j'ai passé plus de 9 heures comme ça par jour en étant assis? Bon, donc c'est pas bon à tout 9 heures. 9 heures, y compris pour nous tous. Voilà, 9 heures. Après, est-ce que je suis... tout le monde connaît les recommandations, une demi-heure d'activité physique, etc. Bon, donc par jour. Donc est-ce que je suis ça ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire mes courses, etc. Ça compte. Donc voilà, je suis capable d'analyser mon comportement en termes d'activité physique. Qu'est-ce que je fais? Je fais partie d'un club du 3e âge, je vais marcher, etc. Ou je ne fais rien du tout, je ne sors plus de chez moi, je ne fais plus mes courses. Donc ça, c'est très important. Capable de décompter son temps de sédentarité et son temps d'activité physique et quel type d'activité physique je vais faire. Bon, voilà. Alors après, les paramètres, c'est la vitesse de marche, on en a parlé. Donc en dessous, on marche normalement à 1,2 mètres par seconde de façon précise. Ça diminue avec l'âge. Et en dessous de 0,8 mètres par seconde, bah, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Donc 4 secondes, 3 secondes pour faire 4 mètres. Voilà, exactement. Donc quand on a plus de 4 secondes, 5 secondes, etc., en l'occurrence, bah, c'est pas bon. Et ça, n'importe qui est capable de le faire, ou les enfants sont capables de mesurer ça. Autre point de mesure très importante, c'est le temps qu'on va mettre pour se lever d'un siège. Donc là aussi, n'importe qui peut le faire. Donc on va me demander, par exemple, de me lever de ce siège 5 fois de suite, sans m'aider des bras. Et si je mets plus de 15 secondes pour me lever de ce siège sans m'aider des bras, eh ben, ça doit être un signe d'alerte, ça n'est pas normal. Voilà. Donc ça, c'est comme si j'avais une tension à 20. Je vais voir mon médecin et il va me donner un traitement. Bon, j'ai une tension à 20, je ne suis pas forcément malade, hein, je ne m'en rends pas compte. Mais c'est un point de vigilance, donc c'est un point de vigilance extrêmement important. Ensuite de ça, est-ce que j'ai fait des chutes? Bon, alors, tout le monde peut faire une chute, parce que, etc. Voilà. Mais est-ce que je fais des chutes fréquentes? Est-ce que je perds l'équilibre? Est-ce que j'ai peur de tomber dans la rue, etc. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important et c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus banaliser. C'est pas parce que je suis âgé que je vais faire des chutes à répétition. Ça va devenir grave. Voilà, donc c'est des points extrêmement importants. Je reviendrai sur l'alimentation aussi. Donc est-ce que je consomme suffisamment de calcium? Est-ce que je prends une supplémentation en vitamine D? Donc c'est important, hein. Finalement tous les seniors devraient être supplémentés en vitamine D pour des tas de raisons, pour l'os mais aussi pour des tas de bénéfices de la vitamine D. Et puis est-ce que je consomme suffisamment, encore une fois, de protéines, hein. On sait que la personne âgée, elle a besoin d'un peu plus de protéines et donc il faut absolument quel est son gramme par kilo par jour de protéines qu'on trouve dans plein d'aliments, hein, donc il va falloir doser tout ça. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, non, mais, je me suis repéré... Justement, là, faisons une petite pause, une seconde, parce que les plus alertes d'entre vous ont reconnu tous les tests de prévention qu'on fait normalement, qu'on fait passer, déjà, ouais. Qui sont là simplifiés pour que la personne ait les outils pour elle-même être vigilante. Et ça, je pense que c'est un point hyper important. Inutile de rentrer des fois sur des personnes qui... Alors il y en a qui seront toujours volontaires pour passer véritablement les tests qu'il y a derrière ces indicateurs, mais quand ils ne veulent pas, et ben déjà ces indicateurs peuvent permettre de faire prendre conscience de ce qu'il y a.
C'est ce qu'on dit, tant qu'on n'est pas touché par quelque chose, on a du mal à prendre les décisions pour sa santé. Et donc là, on a ces indicateurs qui permettent de plus facilement passer à l'action. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Tout à fait, ça ne suffit pas parce que... Alors déjà, je pense que la pédagogie, c'est très important. Hein. Pédagogie par les proches, par les aidants. Ouais, je crois que tout le monde est convaincu là. Parce que finalement, c'est très simple. Et quand on dit, ben voilà, il faut faire ceci, ça... Non, donc vous connaissez vous-même. Et pourquoi on regarde ça? Parce que tout simplement, votre force, elle baisse avec l'âge. Et que ça va être très important pour vous. Est-ce que vous voulez continuer à vivre? J'ai 85 ans. Est-ce que je veux continuer à vivre chez moi, à domicile, ou pas? Voilà. Si je ne fais rien, ça va être effectivement la dépendance qui est à la clé dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent. Donc il y a des messages en fait assez clairs à faire passer qui sont des messages positifs. Encore une fois, quel que soit l'âge, on peut gagner du temps. Alors après, il faut que la personne âgée se connaisse bien vis-à-vis de ces tests qui peuvent être faits facilement, et après ait une bonne estime d'elle-même. Donc je pense que c'est vraiment un point extrêmement important. Donc j'ai 80 ans, finalement, voilà, je m'isole, je suis plus bon à rien, voilà. Enfin, vous voyez bien, les publicités, c'est pas tellement les personnes âgées. Hein. Donc il y a aussi ce côté vieillissement qu'on écarte. Hein. Publicité, c'est des sujets jeunes, c'est un corps jeune. Donc voilà, il faut redonner confiance en elle à la personne âgée, elle est encore capable de faire des choses. Une bonne estime de soi. Ok, concrètement? Alors, concrètement... Non, parce qu'on est tous d'accord, hein. Enfin, qui n'est pas d'accord? Mais tout le monde est d'accord. Alors, mais par qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut la persuader, donc elle est capable de faire. Je suis capable de sortir, je suis capable d'affronter le regard des autres, et je peux m'intégrer dans la vie et dans la société. C'est ça la définition de l'OMS. Donc, je suis capable de le faire. Et nombre de personnes âgées s'auto-dévalorisent. Et donc il faut, si je puis dire, leur redonner un peu cette estime, encore une fois, d'elles-mêmes. Elles sont capables de faire et elles vont pouvoir progresser. Donc je me connais et je vais être capable de progresser. Alors après, eh bien, je vais me fixer des objectifs. Donc ces objectifs de façon concrète, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'augmenter mon temps d'activité physique. Le témoignage était très clair, il faut bouger. Hein. Bon, elle a tout compris. Alors, mais de l'intention à l'action, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux regarder combien de temps je passe assis, combien de temps je passe debout, combien de temps je passe pour aller faire mes courses, etc. Je me socialise entre guillemets en allant participer à des clubs, etc., etc. Donc, je mesure ça. J'ai l'intention de faire. Voilà. Et puis, après, il va falloir que je regarde si... donc, je me fixe mes objectifs, plus d'activités, et puis aussi des séances d'exercice. Donc c'est un point important. Les recommandations, là de 70-75 ans, c'est 150 minutes très précisément d'activité physique par semaine, au minimum, et au mieux c'est quand même 300 minutes, voire même plus. Oui, donc c'est 1 heure par jour. Il n'y a pas un maximum. Ouais, non, il n'y a pas de maximum. Donc voilà, alors des activités adaptées. Il ne s'agit pas non plus de prendre des risques. Hein. On ne va pas aller prendre une bicyclette pour aller monter je ne sais pas quel col. Donc ça, c'est évident. Mais par contre, il faut développer son activité. Donc on peut partir de bas et progresser. Donc je sais que plus je vais augmenter mon volume d'activité physique, plus je vais améliorer mes capacités d'endurance. Et à titre d'exemple, une personne de 75 ans active va être au même niveau qu'un sédentaire de 50 ans. C'est pas mal. Je peux gagner 20, 25 ans. Pour le cinquantenaire, ça. Voilà, bon, c'est pas mal. Bon, ça ne donne pas espoir. Par ailleurs, quand on vieillit, comme vous le savez, il y a des modifications de la composition corporelle. Hein. On a plus de gras, moins de muscles, et même si on ne perd pas de poids, et donc il va falloir que je renforce ce muscle. Hein. Et puis surtout, on perd beaucoup d'efficience de ce muscle. Et donc, deuxième point, il faut que je fasse des exercices, des séries d'exercices répétés, 2 fois par semaine, c'est pas forcément d'en faire beaucoup plus, mais je vais regarder, par exemple, voilà, donc il y a des programmes qui existent, hein, que la personne peut faire elle-même. Je vais faire travailler mes principaux groupes musculaires, hein, des jambes, etc. Par exemple, le fait de me lever plusieurs fois, etc. Je vais mettre ça en route 2 fois par semaine de façon à développer ma fonction musculaire.
Et on va s'arrêter là parce qu'il faut garder de la parole pour les autres. Voilà, donc, mais vous voyez, donc des recommandations simples, c'est possible, qui sont possibles, et ça passe par de la pédagogie et de l'explication. Donc pourquoi je fais ça? Parce que c'est très important pour ma santé, tout simplement, et j'ai la volonté de rester autonome. Voilà. Et donc, bien entendu, je suis bien d'accord, il va falloir développer cette politique de l'aller vers, parce que les gens les plus, je dirais, vulnérables, voilà, parce qu'ils sont isolés, très âgés, etc. Il va falloir aller vers eux. Mais ils sont globalement très... Je vais vous l'arracher, Marc, le micro. Merci beaucoup. Oui, justement, parce qu'il y a cette question. On est tous d'accord avec vous, Marc, on n'avait pas les repères, on est content de les avoir. Ce rappel sur la progressivité est absolument nécessaire, mais on n'a toujours pas trouvé les gens. Comment on les trouve? Claudine Caraco, vous êtes... je vais vous laisser vous présenter parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Non mais je vais vexer la fédération si j'utilise le mauvais terme. Je vous laisse vous présenter, mais en tous les cas, vous avez fait face dans votre commune à cette question de comment identifier les bonnes personnes. Et je pense que ça serait intéressant de nous l'expliquer. Alors déjà, dans un premier temps, je suis ici en tant que représentante de l'UDCCAS, donc de l'Union départementale des CCAS, donc des centres d'action sociale. Et justement, j'ai oublié le dernier S. Oui, merci. En fait, c'est deux C. Ouais. Je représente le président qui a fait une chute, mais qui, je vous rassure, a moins de 75 ans. Voilà. Et donc, l'Union départementale des CCAS regroupe les CCAS de la métropole et du Nouveau-Rhône. Et donc, moi, je suis membre de cette union parce que j'ai un CCAS dans ma commune et donc je suis première adjointe à la solidarité sur la commune de Fézin. Et effectivement, alors, je me retrouve tout à fait dans le constat que vous avez fait. Et en plus, en vous écoutant, j'imaginais tout à fait des amis de ma mère et ma belle-mère dans les 3 catégories. Vous voyez, donc j'ai tout de suite visualisé et voilà, concrètement, effectivement, je vais pouvoir donner des petits noms à chacune. On veut les noms, on veut les prénoms, ça nous aidera à mettre des catégories. Non, parce qu'il y a des Fézinois dans la salle et qui connaissent en plus ma belle-mère. Bref. Mais alors j'étais très intéressée aussi par ce carnet de santé. Enfin moi j'ai mes carnets de santé. Alors j'appelle pas ça des vieux parce que aux yeux de Pôle emploi, je suis vieille en ayant tout juste 50 ans. Donc j'aime pas le terme vieux. Je vais plutôt parler de senior ou d'ancien. Voilà, c'est ma petite délicatesse féminine aussi. Alors, donc oui, comment aller vers... Parce que c'est très bien, moi j'ai pris plein de notes, je suis super contente de la pédagogie. J'ai envie, moi, de faire de la pédagogie. J'ai envie, pas plus tard que lundi, je vais avoir des ateliers mémoire. Il me reste encore de la place dans mes ateliers mémoire et c'est pas faute d'avoir fait de la publicité sur les réseaux sociaux, dans des 4x3, enfin... Et donc oui, on a mis une action. Alors certes, cette action a été mise en place au moment du Covid parce que, comme beaucoup de communes, on n'a pas pu faire notre repas des seniors. Et donc on s'est dit, on va quand même leur offrir un colis avec des petites choses bien festives. Et puis plutôt que de faire une distribution par les agents... en plus, on venait juste d'être élus, donc nous, élus, on s'est dit, on va aller directement porter les colis à nos seniors. Et ce qu'on a fait, c'est pas juste toc toc, bonjour, voilà de quoi grignoter pour Noël et Nouvel An. On s'est dit, on va les interroger, parce qu'effectivement... on s'est rendu compte qu'on avait beau faire de la publicité, faire des ateliers de la prévention, on n'arrivait pas à tous les toucher. Ou effectivement, comme vous indiquiez, c'est une certaine catégorie qui sait déjà effectivement comment se prendre en charge. Et nous, notre objectif, c'est effectivement de les interroger, d'être un petit peu comme vous, c'est-à-dire de pousser un petit peu le bouchon, de poser des questions
qui fâche un petit peu, mais ce qui nous a permis après d'avoir un fichier avec effectivement des personnes qui nous ont pas dit, alors à une ou deux exceptions près, qui nous ont pas dit oui, je suis très vulnérable, j'ai besoin de vous. Mais dans l'échange, on sent tout de suite si effectivement elle nous cache un petit peu quelque chose, où il y a une sensibilité qui fait que là on se dit oh, eux on va peut-être les mettre dans la catégorie à surveiller. Après effectivement on en a d'autres qui nous disent non, on a besoin de rien, et on parle effectivement alors de la prévention et du rôle des aidants, et ça c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est qu'en allant voir ces personnes âgées aussi, souvent on rencontrait les enfants. Et moi, je me permettais de poser aussi des questions aux enfants, parce que c'est bien beau d'aider l'aider, mais il faut aussi penser aux aidants. Et voilà, parce que... Mais ça, c'est juste une petite parenthèse, c'est qu'on a aussi fait attention, parce que on a nos seniors, mais les enfants seront plus tard des seniors, et donc il faut aussi les ménager. Voilà, et donc ce fichier, maintenant on sait que quand on fait des préventions, des ateliers de prévention, on va peut-être plus aller revoir ces personnes pour leur dire venez. Alors c'est très compliqué aussi de les faire venir, après il faut vraiment leur expliquer. Mais au ça. moins vous les avez identifiés. On les a identifiés, et puis après quand on arrive à les faire venir, voilà, faut pas non plus, c'est un peu comme ici, et après je vais essayer de pas être trop bavarde non plus, c'est de rendre les choses assez ludiques, et de leur donner envie de rester, parce qu'une séance de sport, je prends un exemple tout personnel, j'ai fait une séance de tai chi, j'ai pas envie d'y retourner parce que la prof elle donne pas envie, donc voilà, c'est comment les garder une fois qu'on a réussi à les faire venir sur nos ateliers de prévention. On va parler de l'engagement, parce qu'évidemment, après avoir identifié les personnes, il faut réussir à les engager. On garde ça pour la deuxième partie de la table ronde. Ce que je trouve intéressant, c'est ce travail qui peut être fait qu'à l'échelle locale, voire une proximité extrême. Là, c'est le CCAS qui s'en est occupé. Oui, Patrice Gou, vous êtes représentant de l'Union régionale des centres sociaux, donc un autre acteur, les centres sociaux. Pareil, acteur de proximité. Quand on a préparé cette table ronde, vous êtes dit, nous, la force des centres sociaux, c'est le local. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, et c'est quoi votre rôle en matière de prévention ? Alors moi je suis un peu embêté parce que en fait le propos que je voulais tenir il a été complètement résumé par Pâquerette, qui parlait du centre social des Taillis à Bron, qui disait que voilà, elle faisait de l'activité physique et elle voulait pas rester dans la télévision, donc elle avait trouvé un facteur d'engagement. On en parlera après, c'est pas tout de suite. Proximité. D'abord identifier les bonnes personnes, ouais. Ensuite réussir à les engager. Alors identifier les bonnes personnes, c'est vrai que ça c'est pas facile, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On n'identifiera jamais toutes les bonnes personnes. Il y a même des personnes qui n'ont pas envie d'être identifiées, ça c'est une chose. Sur les centres sociaux, on n'est pas des spécialistes de la prévention en perte d'autonomie. On n'est d'ailleurs pas des spécialistes de la prévention tout court. En revanche, on a un discours sur cette question de la prévention au travers de la proximité justement. Et notamment chez les personnes âgées, les seniors, on estime que c'est la proximité justement qui crée la confiance. C'est-à-dire la structure, le centre social, ou ça peut être d'autres acteurs, d'autres associations, sont implantées dans le quartier, elles sont là depuis longtemps, les portes sont ouvertes, on accueille tout le monde. Alors des fois, quand on est senior, on n'a pas envie d'y aller parce qu'il y a plein de groupes de jeunes et tout ça, mais on sait en tout cas que le centre social est là. Et puis dans un centre social, on ne fait pas, par exemple, d'atelier de prévention des chutes. Parce que ça donne pas envie de venir, l'atelier de prévention des chutes. Donc on va trouver des noms tout bizarres, ça va être... voilà, il y a la gym douce, il y a des... Bon bref, on utilise un peu des subterfuges comme ça pour contourner le problème. Mais sur cette question de la proximité, c'est vraiment le... ce qu'il y a derrière, c'est de passer d'une expression qu'on utilise souvent, mais passer du prêt-à-porter au sur-mesure, c'est ça l'expression. C'est-à-dire qu'un programme de prévention des chutes, il a toute son utilité, il est calibré par des médecins, vous avez donné plein d'indicateurs intéressants, c'est des spécialistes qui les font, des gens dont c'est le métier. En revanche, si on envoie un courrier à une personne pour un atelier de prévention des chutes, il y a toute une partie de ces personnes qui vont être réfractaires à ça, parce que j'ai pas envie de me sentir vieux et j'ai pas envie de prévenir les chutes, parce qu'en fait, pour l'instant, je chute pas, quoi. Par contre, si on me propose une inscription à un club de randonnée dans
juste à côté de chez moi, là en bas, je fais 500 mètres, et j'arrive dans un centre social, dans une MJC, ou autre d'ailleurs, là c'est pas pareil, parce que j'ai déjà fréquenté, je suis déjà allé à une fête de quartier, j'ai déjà fait j'ai déjà fait une soirée cinéma, je connais les gens, ils me connaissent, je vais leur dire bonjour, et je n'y vais pas que pour ça. J'y vais pour ça, mais j'y vais aussi pour boire un café, j'y vais aussi pour rencontrer d'autres personnes, j'y vais aussi, pourquoi pas, avec mes voisins. Voilà, et on va faire des choses différentes. Et du coup, on maquille, on déguise la prévention. Je pense que ça, c'est aussi un bon stratagème. Mais cette proximité, elle passe aussi par le aller vers. Là, c'est un terme qui est très à la mode, aller vers, on fait du aller vers, on fait du hors les murs, etc., etc. Bon, ok. En attendant, c'est quand même super important de se dire que c'est pas parce qu'on a un équipement, que ce soit n'importe quoi, un CCAS, un centre social, qu'il faut attendre que les gens viennent. Parce qu'on sait pertinemment qu'il y a toute une partie des personnes qui ne viendra pas. Donc comment on fait? Par exemple, on va dans la salle d'attente d'un médecin. Les centres sociaux, ils vont s'installer dans les salles d'attente des médecins pour toucher les seniors qui ne connaissent pas. Ça, c'est des petites astuces. On va discuter avec un coiffeur. Parce que même quand on est âgé, on continue à aller chez le coiffeur. En tout cas, quand on peut y aller. On va parler avec le pharmacien. Enfin voilà, des petites astuces comme ça qui vont faire qu'on va pouvoir repérer des personnes qui, si on leur envoie un courrier, tout bien tourné qu'il soit, même si c'est gratuit, etc., vont prendre le courrier et le mettre à la poubelle. Par contre, dans la salle d'attente d'un coiffeur, on va commencer par parler de la pluie et du beau temps, et puis après, on va présenter une activité de gym douce, de gym adapté, de tai chi cool avec une prof cool, parce que sinon, après, on n'y retourne plus. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Et après, le deuxième levier que nous, on voit et qu'on défend dans les centres sociaux, c'est inscrire cette proximité dans une forme de durabilité. C'est-à-dire et on bataille beaucoup avec les institutions, nous, qui viennent nous proposer des programmes de prévention. Il y a 12 ou 13 séances, mais en fait, ça ne suffit pas. On va avoir des bénéfices, 12 ou 13 séances, mais ça ne va pas être suffisant. On va pouvoir donner envie à la personne de faire quelque chose, mais il faut que ça continue, quoi. Et cette durabilité, les associations, les structures d'éducation populaire, en tout cas, elles l'ont, c'est-à-dire qu'elles sont là depuis longtemps. Les centres sociaux, ils ont plus de 100 ans. Les clubs de sport aussi, il y en a qui sont installés depuis très longtemps. Enfin bref, il y a plein d'acteurs qui ont cette durabilité. Et du coup, c'est aussi un message qui se passe de génération en génération. Mon petit-fils fait du foot, du rugby, dans le club de rugby. Je peux aller faire du rugby adapté, pardon, j'ai oublié le nom. Et du coup, on va créer comme ça une espèce de passerelle, une espèce de connivence. Donc cette durabilité et cette proximité, voilà, c'est quelque chose qu'on porte, qu'on défend auprès des institutions en disant inscrivez ces programmes-là dans le temps, même si, évidemment, on voudrait toujours avoir plus de moyens de passer de 15 séances à 30 séances, pour avoir une séance presque par semaine dans l'année. Même s'il n'y a pas les moyens, c'est pas grave, on va accueillir un programme de prévention des chutes, dont on va maquiller le nom, on va proposer le café à l'arrivée, parce que c'est important, l'aspect convivial, et puis on va mettre des non-spécialistes autour des spécialistes. Ce qui fait que les spécialistes vont encadrer l'atelier de prévention des chutes, et puis les animateurs du centre social, ils vont faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils vont discuter avec les gens, ils vont proposer la prochaine sortie à, je sais pas moi, n'importe où, une sortie culturelle par exemple, qui n'a rien à voir avec la prévention santé, mais qui va permettre à la personne de sortir, d'avoir envie de s'inscrire, de prendre le bus, donc de se lever le matin, donc de s'habiller, etc. etc. Voilà, donc proximité et durabilité. Super. Je retiens que si vous m'invitez à l'apéro chez vous, je vais en tenue de sport pour faire une séance de vélo, c'est ça? C'est tout à fait possible. Super, merci. Du coup, si on a besoin des centres sociaux, si on a besoin de détourner un petit peu les choses comme ça, c'est peut-être parce que d'un point de vue politique, finalement, les démarches de prévention qui sont pensées sont peut-être pas si adaptées que ça. Stéphane, dans ton travail de recherche, c'est un des sujets que tu traites. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. La première chose, quand on fait un peu une histoire des politiques de prévention en France, c'est que les actions de prévention, elles arrivent toujours et d'abord du terrain, du local, des centres sociaux, de médecins, etc. Qui font déjà des choses très pertinentes à la base. Une fois que ça devient un problème public, l'État s'empare de ce problème public-là pour en proposer des politiques très souvent au niveau national qui vont venir un peu effacer ou ne pas en tout cas rendre honneur aux actions qui existaient au préalable par les acteurs de terrain
que nous avons ici. Donc ça, c'est une première chose à penser. Moi, je pense qu'il faudrait aussi... on a une politique nationale du bien vieillir qui impose un cadre uniforme au niveau national sur l'ensemble de la population âgée, qui est très cadré aussi par Agir Carco, et depuis une dizaine d'années, on a eu un renversement des actions. On avait auparavant des actions essentiellement individuelles, et certainement pour des raisons budgétaires, on est aujourd'hui sur un cadre qui favorise les actions collectives. Je pense que ça ne marche pas et qu'il faut revenir davantage à des actions individuelles, et on le voit avec ce que dit Fabrice. Et justement, il va dire le contraire. Comment? Non, je pense que c'est complètement... Non, mais ce sur quoi les centres sociaux, les CCAS sont très importants, c'est qu'on ne pense pas assez ensemble la prévention et le lien social. Commencer par réintroduire du lien social dans la vie des personnes âgées permet ensuite de leur ouvrir plein d'horizons, plein d'opportunités. Même dans une métropole, on peut avoir des personnes âgées isolées ou en tout cas très en retrait de liens sociaux. Commençons par réintroduire du lien social auprès de nos seniors. J'ai l'habitude de dire vieux, pour moi c'est affectif, mais on va dire nos seniors. Et partons de l'hyperlocal. Parce que l'idée est très bonne. Pourquoi la coiffeuse en qui Madame Pâquerette a toute confiance, auprès de qui elle se confie, etc. Pourquoi la coiffeuse ne pourrait pas être à son niveau prescriptrice? L'aide à domicile. Mais Pâquerette, vous avez vu qu'il y a ça qui vous est proposé? Oh non, vous savez bien que je ne veux pas en entendre parler, mais vous devriez rien qu'y aller voir. Et les personnes de confiance peuvent être prescriptrices de manière un peu officieuse. N'attendons pas tout de ce qui nous est imposé unilatéralement par le haut, qui ne marche pas. Et revenons vers du plus individuel et bien évidemment du plus local. Et je pense que, une dernière fois je le répète, remettons du lien social pour que ça ait un impact sur la venue de ces personnes âgées vers des actions de prévention. Ouais, du coup, c'est la question de l'engagement là, que tu poses. On sait que ça existe, mais comment on va susciter le fait d'y aller? Il y a ça, par exemple, moi, où il y a aussi... Alors, l'idée du carnet de santé pour les personnes âgées, c'est une vieille idée, mais qui est excellente. Et il y a aussi, je pense, une chose, les personnes âgées me disent souvent, il y a tellement d'acteurs de la prévention, il y a tellement d'actions de la prévention, et les personnes âgées ne sont pas les plus douées, et moi, pour ça, je suis une personne âgée, pour aller chercher de l'info sur Internet, sur ceci, où il y a un foisonnement de propositions qui fait que on ne sait plus vraiment qui fait quoi, vers où aller. Donc, peut-être qu'aussi, il faudrait simplifier les choses et proposer des catalogues assez précis sur qui propose quoi et pour quel intérêt, pour quel bénéfice. J'ai eu des personnes, alors c'est pas la majorité, mais qui me disent on a tellement d'infos qu'au final on ne sait plus vers quoi aller, vers où aller. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut repartir. Alors bien sûr, les sections départementales, régionales sont utiles, mais redonnons du pouvoir au local, voire à l'hyper-local, dans le cas d'une métropole, des quartiers, ce genre de pensée-là, qui peut être, je pense, davantage opérant que ce qui est proposé de manière trop unilatérale. Ok, super, merci. Du coup, sur cette question d'engagement, Fabrice, qu'est-ce que vous préconisez pour les centres sociaux? Oula, mais nous on préconise rien. En fait, on préconise de partir de ce que veulent les gens, essentiellement en termes d'engagement, et si on préconise plein de trucs en fait. Moi je me souviens de notre entretien, le rien était quand même long. On préconise rien, on propose, ce qui est complètement différent à mon avis. Déjà je pense qu'on propose des espaces-temps. C'est tout bête, mais le fait d'avoir des locaux, de quoi se réunir, de quoi aller rencontrer d'autres gens pour faire quoi que ce soit, de la prévention ou autre, peu importe, en termes de lien social. Voilà, le bar PMU, alors là on est à la métropole de Lyon, mais moi je parle aussi pour des centres sociaux qui sont en milieu ultra rural. Il y en a quelques-uns dans le Rhône, notamment dans le Nouveau-Rhône. Le bar PMU du village, c'est parfois le seul espace collectif qui est encore ouvert dans certains petits villages. Il n'y a rien d'autre.
C'est vraiment l'espace de vie sociale qui peut y avoir dans le territoire. Donc, ce genre d'espace, c'est pour nous, acteurs un peu plus globaux, je suis complètement d'accord. Repartir sur de l'IPRA local, repartir sur l'initiative locale. Les centres sociaux, ils posent un diagnostic tous les 4 ans. Donc ils vont vers les gens. Ils font un diagnostic partagé. Les CCAS font leurs ABS aussi. On les fait parfois ensemble. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. Mais le problème, c'est qu'on est confronté à... On a cette connaissance du local, mais par contre, on a des trucs qui nous tombent un peu des gros programmes du national et on n'arrive pas à faire la jonction entre les deux et on n'arrive pas à articuler. Sur l'engagement, alors, la dimension individuelle, j'entends. C'est vrai que ce n'est pas du tout notre spécialité, en tout cas dans les centres sociaux. On va plutôt préconiser la dimension collective. En tout cas, c'est de proposer des espaces où les gens peuvent réinvestir, par exemple, leurs compétences, leur savoir-faire. La transition, le passage à la retraite, c'est quand même une étape majeure dans le processus du vieillissement. Le passage à la retraite, souvent, il est symbolique de « ça y est, je suis vieux ». Voilà, c'est comme ça, je suis à la retraite, donc je suis vieux, ça signifie ça. Donc à ce moment-là, comment on fait pour proposer des espaces où les gens peuvent réinvestir leurs compétences? Eh bien nous, on va proposer le bénévolat. Alors nous, nos conseils d'administration, c'est super parce qu'on est un peu les pros du vieillissement dans nos conseils d'administration. Ben oui, mais c'est normal. Les conseils ils ont du temps, donc, et c'est aussi une façon de réinvestir ses compétences. J'étais employé de banque dans ma vie, j'arrive à la retraite, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un centre social à côté de moi, une association de marche. Comment ces assos aussi, elles peuvent proposer des espaces de réinvestissement de ses compétences? Ça, c'est une des formes d'engagement qu'on va beaucoup favoriser et qui nous paraît important. Et puis, l'entrée individuelle, qui est hyper importante. La personne, elle vient n'importe où, dans un CCS, où elle vient seule. C'est rare. C'est hyper rare qu'on voit arriver 15 personnes en disant « Ouais, super, on a une envie, on a un truc, c'est tout prêt. » Ça n'arrive quasiment jamais. Par contre, la personne, elle vient, elle pose son envie, elle pose son besoin. Tiens, ça correspond aussi à l'envie de Pâquerette, qui correspond à la même que le truc. Et si vous faisiez quelque chose ensemble? Et à partir de là, on va construire un engagement en donnant les clés. Alors là, pour le coup, c'est même plus que de l'IPRA local. C'est carrément, on donne les clés du camion à des groupes de personnes pour construire ce qu'ils ont envie de construire. Et à la rigueur, peu importe, qu'ils aient envie d'aller à Walibi, un des groupes de seniors, ils veulent aller à Walibi, voilà. Ou qu'ils aient envie, on a dans un centre social un groupe de seniors qui fait de la voltige sur des chevaux. Alors adapté, évidemment, hein, c'est comme les histoires de rugby, voilà. Mais en attendant, c'est le CHU qui vous demande ces heures d'activité? Mais non, mais le centre social n'aurait jamais eu l'idée de proposer de la voltige pour des seniors. Si ces mêmes seniors n'étaient pas venus en disant mais ça nous intéresse en fait. Et du coup, c'est de permettre, moi je suis complètement d'accord, redonner du pouvoir au local pour que le local puisse justement adapter ses actions. Bon, en l'occurrence, les seniors qui font de la voltige, s'ils ne sont pas un minimum toniques, entraînés, leur activité s'arrête. Donc si c'est ça qui leur plaît, eh ben, ils vont faire en sorte de continuer à être, comme vous disiez, à bien se nourrir, à surveiller leurs indicateurs, pour pouvoir continuer l'activité qui leur plaît. Et ce n'est pas que des activités de loisirs, c'est aussi des engagements politiques, c'est aussi des engagements sociaux. Comment est-ce que, quand on est immigré et qu'on ne parle pas très très bien le français, comment est-ce qu'on s'investit dans la vie de la cité? Comment est-ce qu'on comprend comment ça marche? Comment est-ce qu'on capte un peu pour ses enfants? Voilà. On peut par exemple s'investir, je vais faire de l'aide aux devoirs. Ah ouais, mais je ne parle pas français. C'est pas grave, tu vas aider les devoirs en maths. Parce qu'en maths, tu étais plutôt pas mauvais en géométrie. Et donc du coup, on propose ces espaces-là. Juste des espaces d'engagement qui sont à la mesure de chacun. L'idée n'étant pas d'imposer, parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas justement s'engager, qui sont parfois bien contents de simplement consommer. Et qu'il faut qu'il y ait les deux, quoi. On essaye de tenir ces deux jambes. Super, merci. J'avais une question pour vous, Claudine, parce que vous êtes aussi élu local, donc à la mairie. Surtout élu local. Surtout. Et la question que je me pose, et je pense qu'on est beaucoup à se la poser, c'est qu'est-ce que vous attendez des acteurs de la prévention? Quand est-ce que vous faites appel à eux? Comment ça s'articule avec votre propre action? Où sont les périmètres de chacun? Alors, déjà, dans un premier temps, on a aussi, dans notre commune, on a un seul centre social, mais il est extraordinaire et on fait beaucoup de liens avec ce centre social parce qu'effectivement,
Voilà, il y a des choses à proposer et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Pas plus tard que le 16 octobre, nous avons notre repas des seniors. Ça y est, on distribue plus de colis. On va enfin pouvoir se retrouver. Et en fait, moi, je m'installe pas à table. Je fais le tour des tables et en fait, moi, je demande à mes seniors, à mes vieux, ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, comment effectivement depuis 3 ans que j'ai ce mandat, je ne souhaite plus leur imposer des choses parce que voilà, ils répondent pas. Donc c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi actuellement, ils veulent aller au théâtre. Voilà. Ils veulent qu'on leur mette un bus à disposition, ils veulent aller voir du théâtre, ils ont envie de danser. Donc voilà, je vais essayer d'organiser tout ça. Mais moi, élue, j'ai pas forcément les compétences et autres, donc moi je veux bien leur organiser de la danse, mais voilà, il faut que ce soit de la danse aussi adaptée. Peut-être que j'en ai qui ont envie de faire de la danse, du rock acrobatique, hein. On a une association qui s'occupe très bien de ça aussi sur la commune. Mais voilà, moi ce que j'attends aussi, c'est j'ai mon listing de mes différentes personnes. Je sais ce qu'elles veulent individuellement et après effectivement les 2-3 individus, ça fait un groupe, donc on peut proposer une action. Mais cette action derrière, voilà, j'ai besoin aussi d'avoir des professionnels pour encadrer ces actions. Et alors je parle de théâtre et de rock acrobatique, mais voilà, c'est aussi, ils peuvent aussi me dire oui, mais nous on a envie de se retrouver justement pour échanger, et voilà, j'ai un listing et maintenant comment je fais pour faire vivre, voilà, et surtout répondre à leurs attentes et qui correspondent vraiment à leurs besoins. Voilà. Super, merci. On va s'arrêter là-dessus sur la table ronde parce que je voudrais un temps de questions. Bonjour, Mathilde Gabrois, ergothérapeute. Dans les échanges que j'ai entendus, qui sont très intéressants, je regrette qu'il y a un élément qui a été oublié par rapport à la personne, on va dire de façon générale. Elle vit dans un environnement. L'environnement, l'habitat, qui peut être un élément qui empêche tout ce que vous avez évoqué, qui est tout à fait nécessaire pour une personne, peu importe son âge, qui peut gêner le périmètre de marche, qui peut gêner les sorties, qui peut empêcher d'aller faire des activités, d'aller faire ses occupations. Et il y a combien de personnes âgées, que ce soit en milieu rural ou en ville, qui se retrouvent isolées, parce que tout simplement l'habitat ne permet pas à la personne de sortir de chez elle. Et je regrette que dans la prévention, ça n'a pas été évoqué. Bon, on a été très cadré par Antoine. On ne peut pas tout dire, mais je voulais aussi aborder cette question de façon un peu plus globale. On a eu des politiques... Alors, vous allez me dire que je tape beaucoup sur les politiques vieillesse au niveau national. Bon, c'est vrai. Mais on a eu des politiques au niveau national dans les années 50, 60, 70, bien sûr, le rapport Larocque, qui mettaient en avant la nécessité de la société à s'adapter au vieillissement de sa population et donc à mettre en œuvre des choses pour jouer sur les déterminants socio-environnementaux des personnes âgées. C'est comme ça qu'ont été créés les services d'aide à domicile. C'est-à-dire que la société, la collectivité a son rôle à jouer. Aujourd'hui, on est sur des politiques, et c'est très clair dans les différents plans Bien Vieillir, où la responsabilité du vieillissement est mise sur la personne elle-même. C'est-à-dire qu'on a un désengagement de l'État, et ce n'est pas un propos politique, ce n'est pas la droite, la gauche, c'est depuis 40 ans, c'est pareil. C'est un gros problème selon moi. Le politique doit réinvestir dans des actions qui permettent de jouer sur les déterminants socio-environnementaux des gens et ne pas faire reposer la responsabilité de son vieillissement seulement sur la personne âgée elle-même. Et là, on arriverait à des programmes de réhabilitation des logements, ce qui est en perte de vitesse depuis une vingtaine d'années, et donc on retrouve ce que vous nous dites là. Mais donc là, c'est pas la responsabilité de la personne, ou alors il faut des aides pour pouvoir réhabiliter son logement. Donc vous voyez, c'est aussi réinvestir le politique dans la question de la vieillesse. Et on arriverait à ce genre d'action que vous proposez.
Ça me fait faire le lien avec la question de l'engagement et aussi avec la question des politiques un peu nationales. Sur la question de l'engagement, on a des centres sociaux qui travaillent la question de la mobilité verticale, par exemple, avec des collectifs d'habitants dans des immeubles. Quand vous avez l'ascenseur ou les 2 ascenseurs qui sont en panne une semaine sur 2 et qu'il y a 18 étages, il y a beau avoir un équipement de proximité en bas de la tour, en fait, c'est pas possible de sortir. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a aussi à aller au plus proche des gens, jusqu'à leur domicile quasiment, ou jusqu'à leur lieu de vie, pour voir un peu quels sont ces freins à la mobilité, et qu'est-ce qu'ils sont environnementaux ou de logement. Alors après, nous, c'est plus notre domaine, mais voilà ces freins-là. Et pour vous donner un exemple, ça fait des années maintenant que le réseau, c'est un gros réseau, en région, on est en plus de 400 équipements, les centres sociaux, les espaces de vie sociale. On essaye de développer des solutions d'aller vers, mais motorisées, hein, avec des minibus, avec des triporteurs, avec des machins, enfin il y a tout un tas de systèmes. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de développer ça, on a des centres sociaux qui sont équipés, ça commence, et là on vient tout juste de pouvoir bénéficier d'un plan, justement un grand plan national pour créer un truc qui s'appelle les centres sociaux itinérants. Grosso modo, c'est de l'aide à l'investissement, et notamment dans les milieux ruraux. Ça permet à des structures de proximité, ne serait-ce que d'avoir un minibus pour aller chercher les gens à leur domicile et les amener à l'activité. Mais ça, en termes de politique publique, c'est un truc c'est un impensé en termes de prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est financé là-dedans. On a l'aide pour acheter le minibus, il y a des partenaires qui financent ça, mais par contre, le temps de travail que ça nécessite, j'ai un centre social en Ardèche, à Saint-Agrève, c'est sur les hauts plateaux, des fois les gens ils habitent à 1 heure du bourg-centre, parce que c'est les petites routes, donc ces gens-là, il faut aller les chercher. Sinon, on fait comment? Ils ne vont jamais se déplacer avec 1 heure de route. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi à réfléchir, peut-être dans les ateliers, je ne sais pas, sur ces questions d'aller comme ça au plus proche, quoi. Je souscris totalement ça, par rapport à l'adaptation au logement, bien entendu. Il y a un point important. Si on veut que la personne âgée, ou très âgée, hein, le senior, etc., en voie de perte de mobilité, puisse sortir, il faut aussi qu'elle puisse sortir en étant sécurisée. Et on voit actuellement en ville l'importance de parcours sécurisés. On voit l'utilisation des voies, des trottoirs, etc., par des cycles, etc., qui mettent la personne en danger réellement. Et elle va avoir peur, elle ne sortira plus. Donc là, je pense que c'est aussi une adaptation de notre société par rapport aux nouveaux modes de déplacement. Et il faut arriver à envisager des parcours protégés pour que les personnes sortent de chez elles. On n'aura pas toujours les moyens d'avoir le minibus pour aller les chercher. Alors à Saint-Agrève, il n'y a pas trop de problèmes. Mais dans des grandes métropoles, c'est plus complexe. Je vais juste très rapidement faire un petit trait d'humour, c'est-à-dire que si on a des Lyonnais, après les trottoirs, les couloirs de bus, les couloirs de pistes cyclables, nous aurons bientôt des couloirs pour les personnes âgées. Mais ça, c'était juste une boutade. Autant dire, c'est sûr, la ZFE, il n'y aura plus de voitures, comme ça, on sera tranquille. Bref, ça, c'était une parenthèse avec mon humour à 2 balles, comme on dit. Par contre, je voulais juste, c'est très bien parce qu'au niveau de l'aménagement de l'habitat, j'en reviens toujours à, c'est beau de faire de la communication et autres. Nous, pas plus tard que la semaine dernière, vendredi, on a Solia, pour ceux qui connaissent, qui est un minibus, a priori ils sont là. Ah ben oui, coucou. Donc ils sont venus sur ma commune avec leur minibus pour présenter tout ce qui est possible de faire. On a communiqué, on a eu, je crois, une quarantaine de personnes qui sont venues s'intéresser. Mais voilà, comment on en touche plus? Alors c'est bien parce que quand même déjà avoir 40 personnes qui viennent se renseigner sur pouvoir mettre une barre dans la douche pour pouvoir ou transformer sa douche et autres. Donc voilà, c'est-à-dire que oui, nous on a eu cette chance de pouvoir faire venir le bus pour l'amélioration de l'habitat. Maintenant, est-ce qu'on a touché tous les seniors de la commune? Non, parce que effectivement certains n'ont peut-être pas pu se déplacer. Et par contre, nous, la commune, effectivement, on a investi. On a un minibus, d'ailleurs, Julia, peut-être que tu en étais aussi à l'initiative il y a quelques années. Voilà, on a un minibus spécialement dédié à nos seniors qui sert effectivement à aller les chercher pour le repas du midi, qui peut les aider aussi à aller faire les courses. Voilà, donc c'est un investissement. On n'a pas eu d'aide, mais ça nous semblait important de pouvoir avoir ce minibus pour pouvoir déplacer les personnes qui en ont besoin. Et moi, je vais me faire l'avocat du diable en rappelant que une grosse partie des subventions
de l'aménagement de l'habitat sont pas utilisés chaque année. Et donc demander plus de l'État, c'est bien, hein, c'est cool, mais en fait c'est déjà pas utilisé. Donc on ne fera pas augmenter l'enveloppe tant que l'enveloppe actuelle n'est pas utilisée. Voilà, c'était histoire de dire qu'il y en a marre de taper sur les politiques. Je ne suis pas pro-politique, mais j'avais envie de faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Moi, je suis très sensible à ce que vous avez ouvert sur la notion de l'approche individuelle. Il ne s'agit pas d'être dans la dialectique, il faut arrêter le collectif pour faire de l'individuel. Mais je pense que le collectif est très intéressant. Mais pour permettre aux gens les plus éloignés, donc c'est quand même ça notre cible, il me semble, parce que ceux qui viennent déjà dans tous ces ateliers, ça marche. L'approche individuelle est indispensable parce qu'on parle beaucoup, enfin, la problématique du vieillissement, c'est bien une problématique de la perte. Alors on parle beaucoup de la perte de ses capacités physiques, cognitives, mais évidemment aussi progressivement de la perte des liens sociaux. Nous, dans l'association, on voit bien comment l'approche individuelle, puisque c'est la nôtre avant de faire du collectif, elle remet les gens dans du troc social. Un troc social, c'est-à-dire, moi je vous mets au défi, chacun, si vous deviez être tout seul ou toute seule sur une île déserte pendant 15 jours, je doute que vous passiez une demi-heure tous les matins à vous maquiller et à vous coiffer. Si on le fait, c'est bien parce qu'on est en interaction avec les autres. Alors là, je vous parle juste de... Mais les vieux, avant d'être vieux, c'est d'abord des hommes et des femmes comme nous. Et on voit bien comment le vieillissement, petit à petit, fait perdre ce troc social. Ça veut dire qu'on a de moins en moins d'occasions d'être en relation avec les autres et du coup d'être dans le donner-recevoir, qui est, à mon sens, le fondement de la vie. Et donc, c'est en rétablissement ces liens individuels que, du coup, c'est permettre aux gens d'être à nouveau dans le troc social, qui peut leur permettre de se redonner envie, de croire qu'il est encore possible de faire d'autres choses. Donc, merci pour cette approche individuelle qui, pour nous, en tout cas, enfin, on en fait, l'exercice en permanence, c'est vraiment un levier indispensable. Si on veut que les gens reprennent goût, et aussi dans prendre soin de soi. Parce qu'on peut prendre soin de soi parce qu'on est en lien avec les autres. Effectivement, nous, de plus en plus, sur l'inadaptation des politiques publiques, on joue des coudes, on est assez malin dans nos réponses aux appels à projets pour pouvoir proposer de l'individuel, parce qu'effectivement, c'est là qu'on va toucher des publics numéro 1 et numéro 3, les invisibles de la prévention et les déclassés sociaux, et qu'on n'arrive pas à toucher différemment, les hommes aussi. Voilà, donc c'est effectivement, je suis d'accord avec vous, une bonne chose de pointer du doigt qu'aujourd'hui les politiques publiques ne nous incitent pas à faire de l'individuel alors qu'on arrive à faire plus de choses en faisant, tout en le mêlant en collectif. Voilà. J'ai deux points qu'on n'a pas évoqués, c'est transmission du savoir et de l'expérience des personnes âgées vers d'autres personnes âgées ou plus jeunes, ce qui fait le lien avec aussi l'intergénérationnel. Vous n'en avez pas parlé. Essentiel. Pour moi, pour nous, c'est un facteur d'engagement, ça. Le fait de pouvoir proposer des espaces, des lieux, des façons de faire qui permettent la retransmission des savoirs. Alors après, la question de l'intergénérationnel, le multigénérationnel, le plurigénérationnel, là, je ne suis pas forcément spécialiste de ces trucs-là, mais je pense que les trois sont combinables et sont tout aussi valables les unes que les autres. Mais oui, c'est en tout cas pour nous, de ce qu'on constate tous les jours, c'est ce qui fait facteur d'engagement. C'est grâce à ça que les gens viennent s'investir dans une assoce, parce qu'ils ont des compétences quelles qu'elles soient. Ça va du maçon, je disais au banquier tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes ces compétences, on en a besoin, c'est des compétences en plus qui sont qui peuvent encore être mises en œuvre, et à n'importe quel âge. Pâquerette, elle a des compétences, c'est sûr et certain. Et comment on organise cette transmission dans un intergénérationnel avec des lieux qui accueillent plusieurs types de publics, parce qu'il y a ça aussi, on en a peu parlé, mais le fait de pouvoir proposer du plusieurs publics à la fois, de ne pas cantonner les enfants dans un endroit, les ados dans un autre, et puis les seniors dans encore un autre. Le fait de pouvoir faire ces mix, ces brassages, d'avoir des lieux ouverts, ça c'est hyper important. Je trouve que c'est très riche et tous ces champs sont parfaitement complémentaires. Donc voilà, donc l'intergénérationnel peut aussi jouer par le fait que les proches, les aidants peuvent stimuler la personne aussi dans l'autre sens. Donc moi je réinsisterais sur le repérage et en particulier dans la tranche, je dirais, au-delà de 70-75, quand les choses vont plonger un peu. Et je pense que cet auto-repérage est vraiment un point essentiel. Donc, par rapport au CCAS, donc on a l'habitude, grâce au programme que j'ai pu développer, qui s'appelle Bien sur ses jambes,
Et donc, on a l'habitude finalement d'aller vers ces publics, hein, grâce à l'invitation des CCAS, hein, et de faire des conférences à un grand public pour des seniors ou des très âgés. Et finalement, on s'aperçoit que les personnes comprennent bien les messages. Et quand on leur propose après un programme d'intervention dédié, individualisé, hein, parce que c'est en fonction des performances en quelque sorte de chacun, eh bien ils y adhèrent en très grande majorité. Il y a toujours des réfractaires, mais en grande majorité ils y adhèrent, et quand ils y adhèrent, ils y restent et ils sont très contents. Et ça leur permet aussi d'avoir cette interaction, ce lien social, et d'avoir une meilleure qualité de vie et de continuer à vivre bien insérés. En tout cas, c'est une arme importante pour eux. Donc j'insiste sur cette notion de repérage et d'auto-repérage. Ça me paraît vraiment un point essentiel. Très rapidement aussi, au niveau intergénérationnel, il y a une très belle expérimentation, c'est même plus une expérimentation, hein, c'est sur une résidence autonomie, donc sur Lyon, où effectivement il y a des seniors et il y a une partie où ce sont des étudiants. Et effectivement, il y a ce lien qui se fait. Alors, c'est sur Lyon. Moi, en tout cas, sur ma petite commune d'à peine 10 000 habitants, l'intergénérationnel, pareil, si vous avez des solutions, j'essaye. Alors, à travers la culture, ça fonctionne pas trop mal, mais c'est pas évident non plus. Là, je vous parlais vraiment un peu des extrêmes, des étudiants, des seniors. On le fait très facilement avec, effectivement, des maisons de retraite et des écoles. Nous, et je vous inclus, hein, on est actifs. Comment on arrive aussi à mettre donc on va dire les 30 ans, 60 ans dans l'intergénérationnel, parce que on est peut-être plus aussi à s'occuper justement dans la période charnière de nos enfants, de nos parents. Voilà, comment on arrive à faire un peu plus d'intergénérationnel et pas seulement des très vieux et des très jeunes, mais vraiment réussir à toucher tout le monde. Pareil, si vous avez des solutions, alors je sais que les centres sociaux sont très forts aussi pour ça, mais je suis preneuse aussi de solutions. Sur les programmes de prévention, est-ce que c'est vraiment l'âge, le déterminisme qui fait que les personnes ne modifient pas leur comportement, ou est-ce que c'est plutôt le concept de prévention? Et est-ce que, du coup, par exemple, les adolescents sont plus enclins à s'inscrire dans les programmes de prévention ou, voilà. Alors moi, mes travaux de recherche portent plus sur les vieux, la vieillesse et le vieillissement. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est que la prévention, elle ne peut pas commencer à partir d'une cible de 60, 70, 75 ans. C'est une éducation à des comportements adaptés pour sa santé. Et ça doit commencer plutôt. Ça peut marcher, ça peut avoir un impact sur le public âgé si on commence à éduquer les individus déjà plus tôt dans leur parcours de vie. Justement, je pense aussi que une bonne politique de la vieillesse n'est une politique de la vieillesse qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on doit intégrer tous les âges de la vie. J'ai commencé mes propos tout à l'heure par la question du parcours de vie. Si on raisonne en ces termes, on pourra mener des politiques et ça devient de l'intergénérationnel aussi. Ne pas déconnecter la population âgée des autres âges de la vie.